ministre. Le chef de l'État veut que le gouvernement examine les enseignements et recommandations de toutes les enquêtes sur l'emploi au Sénégal. Déjà quelques indicateurs en 2016, des chiffres que nous allons revisiter dans cette édition. Commercialisation de l'arachide, collecte record à Kaolack après Bombay, Fatick. Ce soir, le point dans le cœur du bassin arachidier. Et puis les Lions à Franceville. Les joueurs sénégalais ont eu droit à un accueil chaleureux dans cette ville gabonaise où ils vont disputer les matchs du premier tour de la CAN 2017. Bonsoir à tous, nous ouvrons ce journal sur les audiences du président de la République. C'est en 2021 que les premières productions de gaz vont démarrer au Sénégal. Cela va favoriser la création de recherches et booster la croissance économique du pays. Annonce faite aujourd'hui par les PDG de Cosmos Energy et de BP qui se sont entretenus avec le président de la République. The purpose of the meeting was to introduce our new partner in Senegal, BP. Le but de ce meeting, c'était d'introduire BP, le nouveau partenariat entre BP et Cosmos, et de parler de nos intentions de développer les ressources hydrocarbures ici au Sénégal, et de parler du programme et surtout de pouvoir atteindre le premier gaz au 2021. Gas discovered off Senegal in The development of the gas resource by 2021 is too important. Le développement du gaz fait deux choses pour le Sénégal. D'abord, c'est les revenus, la génération de revenus, mais aussi, et important, c'est le gaz est compétitif en termes de prix, et c'est très important pour un pays comme le Sénégal pour la génération d'électricité dans les années qui viennent. Nous sommes ravis d'être ici au Sénégal aujourd'hui et de commencer ce partenariat. Nous sommes engagés et nous avons l'intention de développer le gaz au Sénégal, mais aussi de faire continuer le programme exploration commencé par Cosmos. Nous pensons que c'est très important pour le développement économique, pas seulement pour l'année qui vient, mais pour les décennies qui viennent. Mais aussi, nous avons travaillé avec le gouvernement pour le renforcement de capacités ici au Sénégal, qui est très important pour le président, mais aussi pour nous. Le chef de l'État a également reçu en audience la directrice générale du groupe Engie qui intervient dans la réalisation du train express régional. Le partenariat touche également l'énergie à travers la construction de 2 centrales solaires. Nous venons de rencontrer son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, et avoir un échange très constructif sur l'ensemble des projets de modernisation et de développement de ce pays. Je veux dire que j'ai été très impressionné par à la fois la vision, l'organisation de ces réformes à un rythme extrêmement rapide. Je suis moi-même directeur général d'un groupe industriel qui est présent dans beaucoup de pays, dans 70 pays. Et je vois très peu de pays qui réussissent à transformer à cette vitesse, donc je suis très impressionné. Alors nous sommes très fiers d'avoir reçu la confiance de son Excellence pour le développement du TER de Dakar, qui est un projet que nous menons avec un certain nombre de partenaires, qui est un projet qui est très structurant pour la ville, qui est très structurant pour l'économie et pour le développement. Nous sommes aussi impliqués dans la production d'électricité à partir d'énergie solaire. Nous sommes en train de construire 2 centrales au nord de Dakar, de 30 MW chacune. Et puis, nous avons eu des discussions très intéressantes pour imaginer ce que seraient les prochaines étapes de développement du pays. Et nous avons échangé sur la possibilité d'amener l'électricité, l'énergie, le plus rapidement possible à l'ensemble des villages et des habitants de ce pays, et puis d'imaginer tout l'écosystème de développement qui peut du coup, une fois que l'énergie est disponible, se greffer sur l'ensemble de ces villages. Le Sénégal est un pays qui a beaucoup accéléré sa croissance déjà. Toutes ces dernières années, nous avons regardé les statistiques ensemble et je veux dire que c'est impressionnant de voir les progrès accomplis.
et puis qui peut encore l'accélérer parce que l'accès à l'énergie et l'accès à ces services vitaux, c'est évidemment une condition d'accélération du développement économique, du développement de l'éducation, du développement de la sécurité, et par conséquent, l'ensemble de ces briques permettra d'accélérer encore la croissance de ce pays. Valorisation de l'expertise locale. Le président Macky Sall veut que cet aspect soit pris en compte dans toutes les politiques en matière d'infrastructure. Le chef de l'État l'a réaffirmé hier, avant-hier à Pékin, à l'occasion de l'inauguration du stade Alassane Djigo de la ville, entièrement réalisé par les techniciens sénégalais. Pabiram Bigadiaï. Le chef-d'œuvre réalisé au stade d'Alassane Djigo de Pékin porte l'empreinte et la touche d'un fils du pays. Son nom, Mbaye Faye. Son entreprise CSTP est le symbole de réussite d'une expertise locale qui a fait ses preuves avec la réalisation d'infrastructures sportives haut de gamme. En un temps record, une prouesse qui a attiré l'attention du chef de l'État. Permettez-moi ici de m'arrêter pour féliciter un Sénégalais engagé pour le développement de son pays, M. Mbaye Faye, directeur général de l'entreprise CSTP et son équipe qui ont fait montre d'une compétence et d'une rigueur sans faille dans la réalisation de ce bel ouvrage et dans les autres ouvrages que Mbaye Faye a réalisés pour le bonheur des Sénégalais. Je voudrais vous engager à poursuivre dans cette voie. Seul le travail paye. Et vous êtes en train de travailler pour votre pays. Un exemple à suivre, un modèle d'engagement patriotique qui force le respect. Le président de la République Macky Sall fait confiance aux entreprises nationales dont la réalisation de ces grands chantiers. Et le sport, pilier important du plan Sénégal émergent, ne saurait déroger à la règle. Et ce sera ainsi avec les autres stades en chantier sur toute l'étendue du territoire national. Et puis ce constat sur les grandes artères de Dakar et à l'intérieur du pays, une présence accentuée des forces de sécurité. Le dispositif se renforce de jour en jour pour faire face aux éventuels actes de violence ou aux dérives sur les routes. Lamine Touré. Sur la place de la Nation, aux Almadies ou encore la banlieue de Dakar, partout la présence des forces de sécurité et de défense est visible. L'enjeu de sécurité est une grosse affaire. La seule posture qui vaille, c'est la vigilance. Les populations trouvent dans ce dispositif une assurance. Partout où tu passes, tu vois des gens en tenue normale. Là, on est vraiment rassuré sur ça. C'est pas un pays dans lequel je me sens en insécurité en tout cas. J'ai jamais eu de soucis ici au Sénégal, que ce soit à Dakar, la Petite Côte, ailleurs. S'il n'y avait pas ce dispositif, on pourrait penser que l'État n'assume pas son rôle, mais au contraire, il l'assume très bien. Depuis ce déploiement massif en hommes et en matériel, les habitants de Sicap et des Almadies peuvent dormir en quiétude. Des réseaux de malfaiteurs ont été démantelés. Les Almadies sont devenus une nouvelle cité. Le centre-ville a migré vers les Almadies. Parce que le soir ici, à partir les vendredis, samedi, dimanche, à partir de 19h-20h jusqu'à 7h du matin, ça bouge de tous les sens, les boîtes de nuit sont pleines, les bars sont pleins, on voit des gens qui viennent d'autres horizons. Il est arrivé que les gens parlent d'une certaine bande d'agresseurs qui écumaient les libertés, et cette bande a été démantelée il n'y a pas longtemps. La bande qui aussi écumait les maisons UP de la banlieue proche, sinon des quartiers UP de Dakar, cette bande a été aussi démantelée. Vous savez que depuis un certain temps, on parle de moins en moins de trafic de drogue ou bien de saisie extraordinaire, contrairement à certaines années où on avait des saisies records de 1 tonne, 2 tonnes jusqu'à 3 tonnes. En fait, ce dispositif fait partie de la routine, mais cette fois-ci renforcé dans un contexte mondial marqué par l'insécurité. De tout le temps, le plan était déjà sur place, parce qu'on ne peut pas dire que les forces de défense et de sécurité
ont attendu aujourd'hui pour se déployer. Ça a été donc de tout le temps. Mais cela a été renforcé suite à la survenance de certains événements que nous connaissons et suite aussi au contexte international globalisé et marqué par la menace terroriste. Quand la sécurité est de mise, tout va et les restauratrices applaudissent des deux mains. On se sent protégé, le fait de travailler et d'avoir un dispositif de sécurité à côté de nous. Dakar n'est pas la seule ville concernée. Le Sénégal des profondeurs bénéficie également de cette vigilance des forces de sécurité et de défense. En témoigne cette tournée du directeur général à l'intérieur du pays. La tournée entamée à l'intérieur du pays par l'inspecteur général Oumar Mal pour mieux s'approcher de ces hommes, s'enquérir de leur situation, de leurs conditions de travail, mais aussi les exhorter encore, ces hommes, à davantage avoir une posture plus adéquate face à tout l'environnement d'insécurité. Il en sera ainsi tant que l'insécurité est devenue transnationale, de surcroît quand l'effet de surprise occasionne de gros dégâts. Après le dispositif dans la sécurité publique, demain nous nous intéressons aux sociétés et compagnies privées qui assurent réellement la sécurité des populations et des édifices. 400 compagnies et sociétés sont répertoriées au Sénégal pour quelques 20 000 emplois. Le Sénégal figure parmi les pays d'Afrique les plus performants en matière de bonne gouvernance. C'est le résultat des études menées sur le terrain par la Fondation Mo Ibrahim et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAIEP. Ces deux institutions ont présenté ce matin ces résultats de l'enquête au ministre de l'intégration africaine du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Anaïs Nyayamane. Dans la quête d'une gouvernance sobre et vertueuse, l'État du Sénégal évalue ses performances. Après 18 mois d'enquête et de recherche, les résultats sont livrés. Le Sénégal, comme on dit, c'est le 10e au niveau africain, et au niveau de la CEDEAO, le Sénégal est 2e, et au niveau de l'UEMOA, le Sénégal est 1er. Pas moins que cela. Donc c'est des résultats appréciables. Les résultats que nous avons obtenus dans d'autres classements ne viennent pas du hasard. Ça résulte justement de décisions, d'engagements qui ont été mises en œuvre par son Excellence, M. le Président Macky Sall, et qui ont permis d'aboutir à ces résultats. Parce qu'une chose est d'être bien classé en une année, une autre chose est d'être bien classé et régulièrement. Et aujourd'hui, le défi qui se pose à nous, c'est de travailler à améliorer et justement à relever les défis qui ont été présentés dans ce rapport, mais également à se maintenir. Ces performances sont confirmées par l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Cette structure de référence possède des outils qui permettent de mesurer la gestion et l'octroi des biens et services dans chaque pays du continent. C'est des trucs qui est basé sur des données fiables, des données crédibles. Ce n'est pas une affaire politique, monsieur le ministre. Là, c'est des concrets. Et encore une fois, moi je crois qu'on doit féliciter le Sénégal. Sécurité et état de droit, opportunités économiques durables, développement humain, participation et droits de l'homme, des points qui sont à la base de l'enquête. Nous sommes allés sur le terrain pour consulter les citoyens et c'est cet ensemble de renseignements qui ont été compilés dans un rapport articulé autour de 4 thématiques: gouvernance démocratique, gouvernance d'entreprise, gouvernance économique et gouvernance socio-économique. Ce rapport d'évaluation sur la gouvernance du Sénégal sera présenté ce 28 janvier au Forum des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie. Le Kaolack affiche des chiffres records en termes de collecte des arachides. Les producteurs tiennent la corde et redeviennent maîtres du jeu, aidés par l'État et la concurrence. Après Bambay et Fatigue, Mamadou Samamo nous fait le point au cœur du bassin arachidier. Parallèlement à la collecte des arachides de bouche et des variétés destinées à la trituration, la mobilisation de semences occupe également les acteurs en cette période de campagne. Sur le terrain, on sélectionne comme un peu avec des critères souvent aléatoires, des semences dites écrémées. Les semences écrémées, c'est tout simplement une solution de sortie de crise. Donc, lorsqu'on ne peut pas disposer de semences certifiées, on fait recours à des semences écrémées. Mais l'idéal,
c'est que le producteur utilise des semences certifiées pour assurer une production optimale. Pour aborder la question de l'itinéraire technique, nous nous sommes rendus justement ici, qu'il convient d'appeler la Silicon Valley des semences au Sénégal, l'ISRA de Bambey. À la section arachide, des graines sont mises à rude épreuve, triées et sélectionnées avant de prendre la direction du laboratoire. Nous avons déjà 7 nouvelles variétés qui ont été homologuées cette année-ci et nous sommes en train de faire de la production de semences de pré-base de ces variétés. Et nous avons un plan de production qui fait que nous allons déjà emblaver 30 hectares de chacune de ces variétés pendant l'hivernage à venir. Les variétés sont testées ou même créées ici en zone contrôlée. Elles sont étiquetées et même baptisées avant de passer à la multiplication à grande échelle. Aujourd'hui, l'ISRA produit à peu près 120 tonnes par an, depuis plus de 4 ans. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la reconstitution du capital semencier est en très bonne marche. Le laboratoire arachide de Bambey travaille présentement sur des variétés d'arachide à forte teneur en huile. Objectif, améliorer la quantité et la qualité de l'huile d'arachide made in Sénégal. Une entreprise pertinente dans un contexte d'autosuffisance en riz. Le riz qui, pour s'appeler Pendambaye, a besoin d'huile de qualité. Politique nationale de l'emploi au Sénégal. Le chef de l'État s'est félicité en Conseil des ministres hier de la consolidation de la dynamique de création d'emplois s'appuyant sur le rapport annuel des statistiques du travail 2015. Le président demande au Premier ministre et au gouvernement d'examiner les enseignements et recommandations de toutes les enquêtes relatives à l'emploi. Dans la rubrique économie de ce jeudi, on s'arrête justement à nouveau sur la première enquête nationale sur l'emploi qui a été réalisée et publiée par l'ANSD il y a quelques semaines à Hamdawa. De combien est le taux de chômage au Sénégal? Combien de personnes sont en activité? Des hommes et des femmes qui chôment le plus? Aucune enquête n'était jusque-là exclusivement dédiée à ces questions. Plus maintenant. Retenez 15,7%, le taux de chômage en 2015. Avec des contrastes qu'il faut quand même noter, pratiquement 23 points de différence entre le taux de chômage des hommes et des femmes, mais aussi 20 points de différence pour le taux d'activité et les taux d'occupation. Pas de chiffre définitif pour 2016, car seuls 2 trimestres sont connus. Patience avant d'établir une comparaison. Pour le trimestre 2, le taux qu'on a enregistré est un taux de 20,6%, qui concerne les périodes des mois d'avril, mai et juin, donc les périodes de soudure. Mais quand on regarde la période de juillet, août, septembre, le taux est à 13,4%. Et les équipes sont sur place pour collecter les données pour le trimestre 4. Et ce sera ainsi tous les 3 mois. Nous vous donnerons rendez-vous pour vous présenter les résultats. De cette mine d'informations jaillit aussi la structure du marché du travail, avec ce chiffre somme toute impressionnant. 97,8% des employeurs et travailleurs sont formés d'indépendants, avec la majorité qui a financé son activité sur fonds propres. 71% des activités sont financées sur fonds propres. Vous avez 20% qui est pratiquement 20%, 19,6% qui sont financés sur la base des apports familiaux ou des amis. Je crois qu'il y a 3,4% qui sont financés sur la base des connaissances. Donc vous avez tout ça accumulé, au moins 95% d'activités économiques financées en dehors du secteur bancaire. C'est un véritable support d'analyse sur l'emploi que l'ANSD met ainsi à la disposition de tous. Les acteurs de la lutte contre la pauvreté se font déjà une meilleure idée de la situation. On dit que le taux de chômage est de l'ordre de 15,7%. Cela montre que, en fait, la situation n'est pas très alarmante. Cependant, il faut aller au fond des choses. Si on prend l'emploi non salarié,
Si on va du côté de l'agriculture ou vraiment dans le domaine rural, il est évident que pour que cet emploi puisse avoir un impact assez important sur l'économie, il faudrait que l'emploi à ce niveau soit très bien analysé pour ne pas que les populations travaillent ne serait-ce que 4 mois dans l'année. L'enquête suggère aussi la réduction du gap de chômage entre les hommes et les femmes. 23 points de différence. Bon, nous, à ANSD, on ne fait pas trop d'interprétation ou de jugement de valeur, mais on ne peut pas s'empêcher quand même, avec ces résultats, de voir qu'il y a énormément de choses à faire, des gains de croissance qui peuvent être gagnés sur la base d'inclusion. L'inclusion des femmes, l'inclusion des jeunes, l'inclusion dans le monde rural aussi. Outre le taux d'activité qui est de 53%, avec l'enquête, on en sait également plus sur les canaux de recherche d'emploi, très informels, 15% de candidatures spontanées, 18% de réponses à des annonces, là où 21% ont demandé à des amis, à la famille ou à des collègues. Cette enquête, réalisée par l'ANSD, a été financée par la Banque mondiale, 300 millions par an. L'État du Sénégal va prendre le relais à partir de 2017 pour des informations sur l'emploi, tous les 3 mois. Pour la première fois, notre pays va organiser des élections sectorielles de représentativité dans les domaines de l'éducation et de la formation, en présence des inspecteurs d'académie, des inspecteurs de l'éducation et de la formation, ainsi que des ministères partenaires. Le ministre du Travail a expliqué le processus. Nafissa Diouf. Avec 95 000 enseignants et 50 organisations syndicales, le secteur public de l'éducation et de la formation ne manque pas de représentants pour défendre sa cause. Seulement, l'expérience a montré les limites d'une pléthore d'interlocuteurs face à l'autorité de tutelle. Cet atelier de partage est le dernier jalon du processus qui va aboutir à mieux organiser le monde enseignant. C'est très important. Notre pays compte beaucoup de syndicats d'enseignants et ce sont les partenaires sociaux eux-mêmes qui avaient demandé à ce qu'on organise ces élections pour savoir que représente chacune et chacun de ces syndicats sectoriels dans le secteur. Des partenaires sociaux forts, capables d'élaborer des propositions pertinentes et crédibles, voilà l'objectif visé par l'État du Sénégal. Pour aboutir à une telle échéance, il a fallu modifier le Code du travail. La période de dépôt des candidatures est désormais close et les 32 candidats qui vont participer à ces élections de représentativité sont répartis en 3 collèges, à savoir le préscolaire et l'élémentaire, l'enseignement moyen secondaire général et le corps de contrôle. De 3 000 jeunes à bénéficier d'un financement pour une formation professionnelle. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds de financement pour la formation professionnelle et technique 3FPT. Le Premier ministre a présidé ce matin au Grand Théâtre la cérémonie de remise de bons de formation et de certificats de spécialité aux bénéficiaires dont certains ont pu mettre sur pied leur propre entreprise après 6 mois de formation. Aminata Benfal. La salle du Grand Théâtre a refusé du monde lors de cette cérémonie de remise de bons de formation et de certificats de spécialité aux jeunes. Ils sont au total 3 000 à bénéficier d'un financement pour une formation professionnelle dans le cadre de la mise en œuvre du projet de formation professionnelle pour l'employabilité et la compétitivité à travers le Fonds pour la formation professionnelle et technique 3FPT. Cette réforme apporte une réponse concrète à la problématique du financement de la qualification de la jeunesse sénégalaise à travers l'octroi des bons de formation qui ont permis aujourd'hui à 1000 jeunes de faire une formation professionnelle dans différents métiers, facilitant ainsi leur insertion dans la vie économique. Le Fonds 3FPT finance actuellement un programme de formation de 10 000 jeunes dans les secteurs porteurs de l'économie. Je voudrais également souligner que ces certificats de spécialité, 8 aujourd'hui, seront étendus au cours de l'année à 15. Ce sera 15 secteurs qui vont être couverts.
Au niveau de la formation continue des travailleurs des entreprises, 2342 travailleurs ont déjà bénéficié de financement de leur formation, contribuant ainsi à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité au sein même de leurs entreprises. En ce qui concerne la formation individuelle, 3018 bons de formation ont déjà été octroyés sur 3607 demandes reçues. Je voudrais également féliciter le directeur général de l'Agence de sécurité de proximité, l'ASP, dont 200 agents sont actuellement dans les cycles de formation professionnelle pour qu'ils aient un métier demain. Je voudrais également féliciter le général Badiane, qui est le directeur général de l'Agence de réinsertion sociale des militaires. Je pense que mon général, c'est 50 militaires libérés qui sont déjà en train d'être formés, nous l'avons tous vu à la télévision, dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Et 30 officiers, parce que les officiers également sont concernés, ont été formés en création et gestion d'entreprises. Après une formation de 4 à 6 mois, certains bénéficiaires... Cette agence qui appuie le L'information m'a permis d'être opérationnel au bout de 6 mois. Je me réjouis maintenant, car elle correspondait à mes attentes et m'a aidé à obtenir une qualification et à créer une entreprise de prestation de services en plomberie. Mes objectifs ont été atteints. Face à l'ampleur des besoins, le gouvernement a décidé de mettre progressivement à la disposition de la formation professionnelle et technique la totalité de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. 25% en 2016, ce qui fait 5 milliards à peu près. 50% en 2017, c'est 10 milliards que le chef de l'État mettra dans ce fonds. Et en 2018, à partir de 2018, 100% de la CFCE, soit 20 milliards que le gouvernement mettra tous les ans pour soutenir ce processus. Le fonds de financement pour la formation constitue aux côtés du gouvernement une réponse pertinente à la quête permanente de la compétitivité de nos entreprises par le renforcement des capacités de nos travailleurs. Mais aussi, il se positionne comme un précieux levier pour les jeunes en quête d'emploi décent et durable. Les partenaires au développement comme l'AFD, la Banque mondiale ou encore la coopération luxembourgeoise ont accompagné ce projet. Le chômage, c'est l'affaire de tous. Chacun doit se sentir concerné. Le groupe de la Banque mondiale prendra toutes les dispositions pour vous soutenir dans ses efforts et pour accompagner le gouvernement de façon générale dans la mise en œuvre de sa politique ambitieuse pour l'émergence économique en 2035. L'AFD est un partenaire historique de l'État du Sénégal dans le secteur de la formation professionnelle, avec des financements cumulés qui vont atteindre les 20 milliards de francs CFA et qui visent principalement au développement des centres de formation technique et professionnelle avec un modèle de gouvernance public-privé, dont certains, nous les avons vus dans le film tout à l'heure, donc participent à la phase expérimentale de ce 3FPT. L'initiative 3FPT traduit ainsi en acte la volonté des autorités d'apporter une réponse à la problématique de l'emploi des jeunes. Le Premier ministre a effectué une visite des stands où ces jeunes ont pu montrer leur savoir-faire. 94%, c'est le niveau d'exécution des travaux de l'aéroport international Blaise Diagne. L'infrastructure devrait être inaugurée en décembre 2017. Elle a reçu la visite d'une quarantaine de députés qui se sont félicités des avancées enregistrées en un temps record dans la construction de cet aéroport international. Maman Moussagnan. C'est un aéroport aux travaux presque achevés qui accueille les députés du Sénégal. Des dizaines de parlementaires sont venus voir l'état d'avancement des travaux de l'aéroport de Diass. Un exposé du directeur général de l'AIBD
permet de présenter le site. Il ne nous reste que 6%. Et malgré ce, les 6% qui restent, ils nous disent qu'ils vont terminer leur quote-part de travaux à la fin du mois d'avril 2016. Ainsi démarre le tour des 4500 hectares du nouvel aéroport. Ici, 44 banques d'enregistrement sont en train de prendre forme, les formalités remplies, les parlementaires sont dans la passerelle, les visiteurs sont déjà émerveillés. C'est très bien fait. Je crois que nous aurons le plus beau aéroport, disons, de la sous-région. Je crois que les travaux ont un très bon rythme d'avancement. Ils sont dans l'ordre de 90-95%. De retour de voyage, le député ou tout autre passager peut retirer ses bagages. Les tapis, il y en a suffisamment. La construction de cet aéroport a été intégralement injectée dans ce chantier. Nous voyageons beaucoup et c'est ce que nous voyons à l'étranger. Donc c'est une satisfaction d'avoir cet aéroport dans notre pays au Sénégal. 12 étages composent la tour visitée par les députés. Elle mesure 50 mètres. Vous venez pour la première fois visiter l'aéroport? Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Il y a eu des avancées vraiment très significatives. Et nous félicitons le président Macky Sall, son excellence, pour ça. Et vraiment, je me réjouis de ce que j'ai vu. Nous sommes à notre troisième visite et nous avons vu qu'il y a d'énormes progrès qui sont faits. Voici le hangar pour les pèlerinages, des infrastructures dont les travaux sont bouclés presque. De voir un projet qu'il a entamé avec un de ses fils qui est devenu président, qui est en train de se concrétiser. Ça vraiment, même moi, c'est pour une fierté pour moi. Et je sais que ce serait une fierté aussi pour le président Abdoulaye Wade. Les contraintes sont aujourd'hui dépassées, fondamentalement. L'aéroport de Diass sera inauguré en décembre prochain. 3 millions de passagers y sont attendus chaque année. Le rythme devrait aller jusqu'à 20 millions. Je signale qu'après cette édition, vous pourrez suivre une page spéciale consacrée à la cérémonie de remise de bons de financement des certificats de spécialité présidée par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, notamment en version Wolof. L'actualité internationale sous forme de brève illustrée nous conduit en France et au Mali, où le présumé de l'attentat de Grand Bassam a été arrêté. Mais nous restons toujours au Mali, où la capitale s'apprête à accueillir demain le 27e sommet Afrique-France. Anaïs Nyamane. Le 27e sommet Afrique-France se tient demain à Bamako. La capitale malienne se prépare. 10 000 personnes ont été mobilisées pour assurer la sécurité. Le sommet démarre par un forum économique qui réunira des patrons africains et français. Samedi, il y aura une réunion diplomatique et politique. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement seront au rendez-vous, avec bien sûr François Hollande et Ibrahima Boubacar Keïta. Les forces françaises de l'opération Barkhane ont arrêté le cerveau présumé de l'attentat de Grand Bassam. L'homme était appréhendé dans le nord du Mali en début de semaine. L'attaque contre la station balnéaire ivoirienne en mars 2016 a fait 19 morts. Elle avait été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette information est rendue publique à la veille de l'ouverture du sommet Afrique-France à Bamako. Cette rencontre des chefs d'État portera notamment sur la coopération dans le domaine militaire et de la sécurité. Et enfin, l'épidémie de grippe en France a contraint le gouvernement à se réunir en urgence. Depuis décembre, 52 personnes sont décédées en réanimation à l'hôpital. Près de 200 structures hospitalières ont pu mettre en place des mesures spéciales pour faire face. Mais le ministre de la Santé se veut rassurant malgré tout. Marisol Touraine d'ajouter que le bilan de cette épidémie sera lourd avec le retour du virus de type AH3N2. Pour la troisième semaine consécutive, 398 cas pour 100 000 habitants ont été notés sur l'ensemble du territoire. 2017, à quelques 48 heures du début de l'événement, les Lions sont arrivés sur le théâtre des opérations. Les hommes d'Alun Cissé ont eu droit à un accueil chaleureux à leur arrivée à Franceville. Sur place, nos envoyés spéciaux, Mahmoud Belem, Célina Lunchiko. Quand les Lions sortent de l'aéroport Mengué de Franceville, ils doivent se frayer un chemin au milieu d'un comité d'accueil pour qui c'était la mobilisation des grands jours. Les hommes d'Alun Cissé ont de quoi se sentir chez eux. Les tambours, les ressortissants sénégalais les ont fait retentir très tôt. Toute la matinée à attendre l'avion de l'équipe nationale du Sénégal qui atterrit à Franceville à 13h30.
Autorités consulaires et administratives souhaitent la bienvenue à Aliou Cissé et les siens. Ces derniers ont ensuite droit à un accueil populaire. De l'aéroport à Bongoville, les Lions ont pu mesurer la mobilisation des Sénégalais au Gabon, mais aussi l'hospitalité de la population locale. Le président de la République a présenté ce jeudi ses condoléances et celles de l'État à son ministre conseiller, Nyunka Diouf. Elle a perdu son fils Amadou Ibrahim Diouf, âgé seulement de 31 ans, en déplacement, salué par la famille du défunt et par les différents chefs religieux présents à la cérémonie des prières ont été dites à l'occasion pour une paix et un développement durable à Aboubakry Kane. À Mermoz, le président de la République. Le reportage n'est pas encore prêt à être diffusé. Je rappelle que le président de la République a présenté jeudi ses condoléances donc et celles de l'État à son ministre conseiller Nyunka Diouf. Elle a perdu son fils Amadou Ibrahim Diouf, âgé seulement de 31 ans, en déplacement salué par la famille du défunt et par les différents chefs religieux présents à la cérémonie. Aboubakry Kane nous en parle. Aboubakry Kane qui n'est pas encore sur place. Nous parlons de ce périmètre de la fan zone du Grand Théâtre qui sera sécurisé tout au long de la CAN. Il s'agit de permettre aux supporters de suivre tranquillement les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations. La police nationale a effectué mercredi une visite sur les lieux. Thierno Diallo. Afin de permettre aux Sénégalais de suivre les matchs de la CAN à la fan zone, l'esplanade du Grand Théâtre est passée à la loupe. Le périmètre sera hautement sécurisé par la police nationale. D'ailleurs, un plan de circulation est prévu pour faciliter l'accès à la fan zone. Le nord effectivement du Grand Théâtre sera réservé au parking officiel, puisqu'il y a des ambassadeurs qui seront effectivement là et d'autres officiels qui seront là. La partie sud, il y aura, c'est l'entrée du public. Donc on évitera de mettre le public et les véhicules au niveau d'une seule entrée. Ça c'est pour des raisons de sécurité. Donc il y aura des agents habillés qui porteront effectivement leur tenue, comme le gym. Et il y aura des agents qui seront en civil, qui vont infiltrer le public et pour parer à tout. Au niveau de la porte principale, il y aura effectivement le personnel habillé, qui aura certainement un instrument, une garette qui pourra nous permettre effectivement de procéder à des palpations. Partenaire de Subatel, Tangus va assurer la restauration dans l'enceinte du Grand Théâtre. 4 cantines seront installées pour accompagner les amateurs et supporters de l'équipe nationale de football. Tangus a un concept de restauration assez large. Donc à Tangus, c'est une boulangerie, en même temps c'est une pâtisserie, c'est un fast-food. Donc je pense que les gens vont trouver leur compte et nous avons aussi les produits Soboa dans nos stands, nous avons les produits de Kiren. Donc je pense que les gens de la fan zone vont se régaler avec les produits Tangus. Rien n'est laissé au hasard, les supporters auront toutes les commodités sans quitter la fan zone. Tous les supporters qui seront dans l'espace de la fan zone n'auront pas besoin de sortir pour se trouver par exemple des maillots, le drapeau du Sénégal ou alors pour se restaurer. Ils trouveront donc toutes les commodités à l'intérieur pour pouvoir être à l'aise, sans gêne et supporter l'équipe nationale jusqu'au bout de la compétition. À des prix standards, les amateurs du ballon rond peuvent faire les déplacements au Grand Théâtre pour suivre les matchs de la CAN à bord des bus de Dakar Demdik. Nous allons essayer de desservir Kermassar, Guédiawaye, Parcelles Assainies, Dieuppeul, Médina. Donc par rapport à la demande qui sera là, nous pourrons vraiment assurer vraiment le transport des spectateurs à leur lieu d'habitation sans problème. Pour une première, Subatel, partenaire de la RTS, s'est engagé à faire vivre les meilleurs moments de la Coupe d'Afrique des Nations aux différents supporters des équipes nationales, tout en restant à Dakar. Nous reparlons de ce déplacement du président de la République chez la famille de Nyunka Diouf, ministre conseiller qui a perdu son fils âgé seulement de 31 ans, Aboubakry Kane. À Mermoz, le président de la République est venu partager la douleur du ministre conseiller Nyunka Diouf et de son époux Mayekor Diouf.